Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Pas simple d'obtenir un permis d'urbanisme en région bruxelloise pour construire ou rénover un immeuble. De nombreux porteurs de projets en font l'amer constat. Procédure trop complexe, interminable, vision différente d'une commune à l'autre. Les critiques sont nombreuses. L'appel à une simplification est lancé depuis longtemps déjà. Alors pourquoi ça coince? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Damien de Keyser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes échevin des travaux publics, entre autres à Woluwe-Saint-Lambert. Vous avez aussi l'espace public comme compétence et vous êtes président de la commission Woluwe-Saint-Pierre, pardon, et vous êtes président de la commission de concertation de l'urbanisme. Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi Francis Metzger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et président du conseil francophone et germanophone de l'Ordre des architectes. Première question pour vous, Francis Metzger. Ça fait longtemps que l'Ordre appelle à une simplification urbanistique. Je vais vous poser la question que j'ai posée dans l'introduction. Pourquoi ça coince ? Alors ça coince pour toute une série de raisons. On vient de faire une étude au niveau européen sur les pays qui nous entourent, 8 pays qui nous entourent, sur les durées du permis d'urbanisme. Permis d'urbanisme dans les 8 pays qui nous entourent, c'est 4 mois. Et dans la plupart des pays, un pays sur deux, au bout de 6 mois, si on l'a pas, c'est un permis tacite, c'est-à-dire que le permis est délivré d'office. On est évidemment très loin du compte aujourd'hui, et donc on appelle à une simplification administrative. Ce délai est insupportable, d'abord pour le citoyen, aussi pour les architectes et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la construction. Oui, insupportable, ça veut dire que ça conduit à quoi comme effet pervers ? Alors ça conduit tout simplement à faire en sorte que les gens n'ont pas les moyens financiers d'attendre leur permis, commencent des travaux avec la plus grande irrégularité et vont tenter après de résoudre ce problème administratif qui va d'ailleurs à partir de là encombrer les administrations. Donc première étape, c'est de faire en sorte qu'on ait des permis qui soient dans des délais raisonnables. C'est socialement inacceptable aussi ce qui se passe aujourd'hui en région bruxelloise. Si on doit attendre autant de temps pour un permis, eh bien, c'est un préjudice. C'est aussi, à un moment donné, des investissements, on ralentit des choses, c'est de la TVA qui n'est pas perçue, etc. Donc, on se tire une balle dans le pied à Bruxelles en ayant des permis de bâtir aussi longs. Oui, alors Damien de Keyser, donc échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Il faut combien de temps à Woluwe-Saint-Pierre pour avoir son permis quand on rentre un dossier ? Alors, on est dans ces délais-là ? Alors, une fois que le dossier complet, ce qui peut prendre un certain temps, parce que les architectes ne le déposent pas toujours de manière parfaitement complète. Le délai est de 75 jours pour un minimum d'importance à 160 jours quand il s'agit d'une commission de concertation. C'est évidemment des délais assez longs, on parle de plus de 5 mois, quasi 6 mois une fois que le dossier est complet. C'est long et je comprends parfaitement la remarque qui est faite par Francis Metzger et qu'on entend d'ailleurs dans le chef de la population également. Mais nous arrivons à avoir des délais un peu plus courts et c'est vrai que d'une commune à l'autre, ça varie fortement à Bruxelles. Il y a des communes où les délais sont plus longs, alors il y a une saisine de la part de la région, et puis des communes qui arrivent à faire un petit peu mieux. Il n'empêche, il faut reconnaître que pour l'habitant qui vient d'acheter, qui a mis beaucoup d'économies dans cet achat, beaucoup d'argent, eh bien, il y a une urgence à pouvoir s'installer, à pouvoir faire ses travaux, et elle n'est pas toujours rencontrée. Oui, mais c'est dû à quoi la longueur ? Est-ce que c'est vraiment du côté de votre administration où on n'est pas assez outillé ou c'est à cause d'autres facteurs ? Alors, on peut toujours avoir plus d'architectes, plus de personnel pour traiter plus vite les dossiers. Je pense qu'il y a un progrès qui va doucement se faire sentir. C'est la digitalisation, Open Permit, qui a été mise en place et qui va permettre avec le temps, à mon avis, une instruction un petit peu plus rapide des dossiers. Et puis, ça dépend évidemment du projet. Quand il s'agit d'une simple lucarne ou d'une véranda, il n'y a pas de raison que ça dure autant de temps. Mais les dossiers sont pris les uns après les autres, donc ça dépend aussi un peu de l'encombrement. Mais je vous le répète, on essaye et on arrive à faire un petit peu mieux que les délais maximum imposés par la législation. Oui, alors je le disais, Francis Metzger, ça fait longtemps que l'Ordre se plaint de ces lenteurs. Regardez ce reportage qu'on a réalisé en 2022. C'est un extrait du reportage de l'époque.
Il y a tellement d'intervenants et d'autorités qui doivent intervenir et qui doivent donner leur avis et parfois des avis divergents que finalement, pour espérer qu'un projet passe, eh bien, l'architecte est obligé de présenter un projet assez neutre. Dans la plupart des capitales européennes, la durée moyenne d'une procédure de demande de permis d'urbanisme est d'environ de 2 à 6 mois. À Bruxelles, elle avoisine les 30 mois. Lorsque vous annoncez à des investisseurs que les procédures d'urbanisme durent 30 mois et qu'en plus il y a une incertitude quant à l'issue de ces procédures, eh bien les investisseurs fuient. Ou alors une deuxième conséquence extrêmement négative, c'est que les gens ne demandent plus, je dirais, d'autorisation. Voilà, on en est là, Francis Metzger, aujourd'hui. On en est là. On a parlé 3 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a la digitalisation, on l'a dit, c'est une très bonne chose. Encore faut-il qu'au moment où vous déposez votre dossier soit déclaré complet. Alors, dans les chiffres qui ont été annoncés, l'avis de dossier complet, c'est 45 jours. Et si on estime que le dossier n'est pas complet au bout de 45 jours, on a encore droit à 45 jours, voire encore à 45 jours après ça, et ainsi de suite. En Wallonie, c'est 30 jours, c'est une fois et puis terminé. Donc on pourrait, de façon très simple, faire gagner déjà beaucoup de temps au démarrage. Je crois qu'il faut d'abord toiletter sur des choses extrêmement simples, faire en sorte qu'au moment où on dépose son permis numérique, on considère que le jour 1, c'est celui où on dépose son permis numérique et pas au moment où le fonctionnaire va s'emparer du dossier. Et puis à partir de là, s'il y a une petite équipe qui se met en place et qui peut vérifier que le projet est bien suffisamment complet que pour être compris, eh bien là, on peut déjà gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, première étape, c'est ça. Oui, mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que à cause de ces procédures trop lourdes, les infractions se multiplient, on entame des travaux sans permis ou d'autres choses. Il faut être très riche pour s'acheter une petite maison. Et puis, il y a évidemment le travail de l'architecte qui prend un tout petit peu de temps. Et puis, quand vous êtes prêt, vous introduisez votre permis et vous attendez parfois 30 mois, voire plus, pour obtenir un permis. Vous imaginez les moyens qu'il faut pour attendre tout ça. Donc beaucoup de gens sont obligés de construire, de décider, de travailler sans architecte, donc sans assurance, pour gagner du temps, pour terminer les travaux suffisamment tôt. Et puis, comme ils sont en infraction, ils vont devoir régulariser cette infraction. Et à ce moment-là, ils vont déposer quelque chose qui va engluer les services de l'administration. Donc on doit vraiment, et c'est l'intérêt de tous, de travailler sur cette simplification administrative. Oui, alors Damien de Keyser, ce qui est souligné par l'Ordre des architectes, c'est que il est indiqué dans le mémorandum qu'il y a des différences qui peuvent exister entre les communes sur la constitution des dossiers. Ça veut dire quoi? Qu'on s'adresse à une commune ou à une autre? On n'a pas les mêmes exigences? Alors c'est plutôt l'interprétation de la règle qui peut varier d'une commune à l'autre. La règle, elle est fixée par le COBAT et elle détermine clairement... Donc COBAT, c'est le Code bruxellois d'aménagement du territoire et qui détermine clairement ce qu'un dossier doit contenir quand il est introduit. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir des différences d'interprétation d'une commune à l'autre et on a très clairement dit à l'ordre qu'on était prêt à travailler tous ensemble pour avoir un document type qui soit appliqué dans chaque commune. Donc il n'y a pas le même document suivant que je m'adresse à Woluwe ou à Anderlecht, par exemple. Si, il y a un document qui est le document régional, entre guillemets, mais on voudrait faire des guidelines, un document qu'on puisse transmettre aux architectes et qui leur permette de savoir exactement comment on interprète la règle et s'engager à ce qu'elle soit interprétée de la même manière dans toutes les communes. Oui, pour qu'on essaye d'être concret, Francis Metzger, cette différence suivant les communes, elle se marque comment? Qu'est-ce que ça entraîne comme complication pour les porteurs de projets? Pour chaque porteur de projet, en fonction de la commune où il dépose son projet, il n'aura pas les mêmes instructions. L'avis de dossier complet ne correspond pas toujours d'une commune à l'autre au niveau de la même exigence. Ce n'est pas la même exigence. Et puis, on a tout ce processus. En bout de processus, il y a cette commission de concertation, c'est-à-dire que là, on va réunir tous les acteurs et la population locale. Et donc, il y a une insécurité juridique. Donc, ça prend énormément de temps. Et si au moins, au bout du compte, on était sûr d'avoir son permis, mais là aussi, on est très, très loin du compte. Il va y avoir parfois un permis qui va être accepté avec de multiples modifications. Et peut-être que cette commission de concertation pourrait venir plus tôt. En France, il y a une déclaration de projet. Donc, très tôt, on annonce ce qu'on veut faire
par rapport à un lieu, c'est-à-dire une affectation, une ambition par rapport à un lieu, des gabarits, ce qui fait le parti architectural. Sur base de ça, il y a une autorisation qui est donnée et qui va permettre de sécuriser un tout petit peu l'ensemble du reste de la procédure. Oui, alors comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à faire ce document commun entre les différentes communes? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On en parle depuis des années. Selon vous, qui maîtrisez bien ces dossiers, je pense qu'il n'y a rien qui empêche de le faire. Donc ça, c'est un des aspects, c'est une des réponses aux questions, mais ce n'est pas celle qui va permettre d'avancer le plus. Je pense qu'on doit pouvoir travailler sur d'autres choses aussi. On doit permettre aussi des amnisties. Vous savez que chez nous, 30% des dossiers qu'on traite, ce sont des régularisations. Francis Metzger parlait à l'instant des gens qui finissaient à faire leurs travaux sans même attendre de permis. Eh bien, à un moment, quand on veut vendre son bien, on doit du coup le régulariser. Eh bien, plus de 30% des dossiers qui passent en commission de concertation et des permis délivrés concernent des régularisations. Dans certaines communes, c'est plus de 50%. Je pense que pour tous ces dossiers-là, on pourrait avoir une procédure simplifiée qui pourrait aller beaucoup plus vite. C'est vrai que quand il y a une situation qui existe depuis 20 à 25 ans et que les gens s'en sont accommodés, il n'y a pas de raison de reporter, par exemple, une vente d'encore des mois et des mois pour avoir cette régularisation. Ça ne doit évidemment pas être la prime à faire ses travaux sans permis. Donc ouais, il faut trouver j'allais vous dire. Voilà, il faut trouver le bon équilibre, en effet, avec une sanction, éventuellement une taxe complémentaire quand on vient régulariser. Donc il y a moyen de mettre des garde-fous en place, éviter des régularisations pour des biens classés ou des choses pareilles. Mais je pense que là, il y a moyen de simplifier, d'accélérer la délivrance de permis pour tout un pourcentage relativement élevé de dossiers. Alors, cette amnistie que Damien Kayser appelle de ses voeux, vous en pensez quoi, vous, à l'ordre? Je crois qu'il y a des projets qui méritent vraiment une attention toute particulière, qui sont des projets de grande importance et qui nécessitent des commissions de concertation, et tout le monde doit être capable de donner un avis par rapport à ces projets-là. Donc, d'une part, il faut être très démocratique, et en même temps, il y a des petites infractions. Quand vous achetez une maison, souvent, on n'a pas déclaré des petits travaux. Et je crois que ce que dit Damien de Kayser, c'est par rapport à ces petits travaux qui pourraient faire l'objet, en tout cas, d'un permis extrêmement simplifié, ce qui permettrait de ne pas engorger tout le système des permis d'urbanisme et qui fait qu'on retarde tout. Ça permettrait peut-être de bien distinguer ces permis-là des autres. Oui, alors ça, c'est pour le passé. Ouais. Et pour l'avenir, on pourrait en effet imaginer un système qui permette d'octroyer des permis beaucoup plus rapidement qu'actuellement pour des petites choses. Je pense des lucarnes arrière, dans des bâtiments évidemment qui ne sont pas protégés, hein, mais des vérandas, des petites choses comme ça que les gens demandent, plutôt que d'avoir des durées qui sont à minimum 45 plus 75 jours. C'est déjà très long. On pourrait, je pense, réfléchir à une procédure. Parce qu'il y a une tradition de consultation depuis longtemps, région bruxelloise, avec ses affiches rouges, ces enquêtes publiques suivies d'une commission de concertation. Selon vous, il y a trop de projets qui aujourd'hui sont soumis à ces procédures? Oui, certainement. Il y a des dossiers qui passent en commission de concertation simplement parce qu'on est enziché et on vient en commission donc, pour des zones d'intérêt culturel, historique et esthétique. Oui. En effet, et donc on se retrouve avec des dossiers pour des couleurs de châssis ou de façade, alors que l'administration et les chemins pourraient régler ça très simplement et très rapidement sans avoir un nombre important de personnes autour de la table, parce que quand vous êtes en commission de concertation, il y a la commune, mais il y a aussi la région. Et la région, elle n'est pas seule, ils sont trois de la région. Vous avez Bruxelles Environnement, Bruxelles Urbanisme et le patrimoine. Et ces trois personnes ne sont pas toujours d'accord entre elles. Et donc je pense qu'une des améliorations et une des facilités pour avoir plus de sécurité juridique, comme le soulignait Francis Metzger, c'est d'avoir peut-être demain un seul porteur de dossier au niveau de l'administration régionale. Ce serait quelqu'un qui recueille les avis des différentes instances, qui en fait la synthèse et qui la défend alors en commission de concertation. Oui, alors c'est vrai que la consultation citoyenne, elle a beaucoup d'importance pour les groupes de pression, pour tous ceux qui veulent s'opposer. À un moment donné, c'est un instrument auquel ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Pour vous, il faut réformer aussi ce système? Je crois qu'on est dans un pays démocratique, chacun doit pouvoir s'exprimer, mais en même temps, pour
pour un citoyen qui vient présenter un nouveau projet et qui est accompagné de son architecte et de plus en plus de son avocat. D'ailleurs, il n'y a plus un projet un peu significatif qu'on peut mettre en œuvre sans avoir un accompagnement juridique. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes aux fonctionnaires. La législation est tellement complexe qu'elle est interprétée parfois très différemment. Et donc on arrive en commission de concertation, et puis là on a effectivement un grand nombre de personnalités face à nous qui représentent la région, donc toute une série, je dirais, de ceux qui sont des décideurs. Et puis d'autre part, vous avez tous les voisins qui parfois sont pour un théâtre dans la commune, mais pas à côté de chez eux. Et donc je pense que vous pensez au théâtre, au projet de théâtre public au Parvis Saint-Pierre à Uccle. Je pense à celui-là, mais je pense à beaucoup d'autres. Tout le monde est ravi de voir ce théâtre arriver à Uccle, en tout cas la plupart des citoyens. Et effectivement, 3 personnes ont fait un recours. Bon, on a perdu un an, c'est tout. Mais ça veut dire quand même que cet accompagnement citoyen que nous estimons, évidemment, parfois peut poser problème et peut aussi retarder des décisions de permis d'urbanisme qui ont été accordées et qui sont remises en cause. Donc c'est effectivement, le permis est très long et la remise en cause peut l'être aussi. Ouais. Voilà. Justement, par rapport à ces remises en cause, ces possibilités de recours, comme je le disais, beaucoup y tiennent. Vous, selon vous, est-ce que, parce qu'on entend parfois les promoteurs disent ça, est-ce que les citoyens, les groupes de pression ont trop de pouvoir et le pouvoir de retarder un projet pendant très longtemps ? Alors c'est certain que certaines procédures judiciaires peuvent durer un temps relativement long devant le Conseil d'État. Si on n'agit pas en suspension qui est très rapide, c'est en annulation. Et là, ça dure des années qui peuvent retarder lourdement un projet. Mais je pense que, comme ça a été évoqué il y a quelques instants, si on veut éviter ces recours, il faut travailler avec la population avant la commission de concertation. Il faut éviter que les gens ne découvrent le projet au moment de la commission de concertation, enfin au moment de l'enquête publique. Et je pense qu'on a tout à gagner à organiser des présentations. D'abord, ça évite des fantasmes. Il y a souvent des interprétations. Ce n'est pas simple toujours de lire des plans, de comprendre les plans. Et donc, quand on fait une présentation de ceux-ci, quand on explique les enjeux, quand on explique la réglementation, je pense qu'on peut désamorcer déjà pas mal de conflits et faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité juridique. Oui, donc ça veut dire pour vous, parce que je pense que vous partagez l'avis de Damien Decayzer, c'est associer tout le monde très vite en fait. Oui, je crois qu'une fois qu'il y a une déclaration de projet, il y a un enjeu. Il y a un enjeu citoyen. On se met autour d'une table. Il y a une réunion de projet, mais où tout le monde s'y retrouve. Une réunion de projet qui engage l'administration, qui engage les citoyens. Et puis, il y a un feu vert qui est délivré. Et ce feu vert, à partir de là, l'administration travaille pour délivrer. Et donc, il n'y a plus d'obstacles à la délivrance. Alors, il y a d'autres pays où il y a d'autres systèmes, mais on doit s'inquiéter de se dire qu'aujourd'hui, des gens n'investissent plus à Bruxelles, et Bruxelles a besoin de gens qui investissent, simplement parce qu'on est devant une insécurité juridique. On a un délai, quand on a Toyo Ito ou d'autres architectes japonais vous diront en 1 mois, on a le permis au Japon, en étant un peu inquiet. Évidemment, on est très très loin du compte. Ouais. Alors on va voir, si vous voulez bien, je vais vous proposer d'écouter une interview de Chloé Deligne, administratrice à Interenvironnement Bruxelles. Elle était l'invitée de ce plateau il y a quelques jours. Elle nous explique pourquoi finalement ces associations tiennent à avoir leur mot à dire et parfois à s'opposer à certains projets. Je pense que cette notion qui est à la base de la naissance d'Interenvironnement Bruxelles, se battre pour une démocratie urbaine, c'est faire entendre la voix de tout un chacun. Les habitants, les comités de quartier, les mouvements, et pas juste uniquement la voix des promoteurs qui, par les moyens qu'ils ont à disposition, les moyens financiers qu'ils ont pour faire du lobbying, sont évidemment dans une situation asymétrique par rapport à la société civile, qui a très peu de moyens, qui repose sur des forces vives, du bénévolat et des associations qui sont petites. Et donc, je pense que c'est ça qu'on répond. Ce qu'on veut, ce n'est pas du tout une ville figée, c'est une ville dans laquelle la voix des habitants de toutes sortes, puisse être entendue et qu'ils aient leur avis à dire sur ces grands projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est inaudible de la part des promoteurs immobiliers. Si on regarde la longue histoire de la démocratie urbaine, c'est-à-dire des moyens qui sont à disposition de la population pour exprimer leur avis, le faire valoir,
on est dans une situation depuis les années 2005-2007, avec notamment le plan de développement international, où il y a une rupture entre ce que le politique écoute de la part des associations et leur action. C'est-à-dire que de plus en plus, les procédures de démocratie urbaine ont été complètement affaiblies. Alors, est-ce que vous partagez cet avis, Francis Metzger? Les procédures de contestation ou de protestation ont été affaiblies, selon Chloé Deligne. Je crois qu'il est possible aujourd'hui, je défends la démocratie, je crois que tout le monde, tout citoyen a le droit de venir s'exprimer par rapport à un projet, et il ne faut pas toucher à ce droit-là. Mais d'autre part, on doit permettre aussi à des gens d'avoir une ambition. La plupart des permis d'urbanisme sont déposés par des gens qui habitent Bruxelles. C'est même les promoteurs, mais même pour les projets de promotion, je crois qu'on doit appeler les promoteurs à investir dans notre ville. C'est ça qui va faire un développement, et le développement peut être harmonieux, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien l'un et l'autre. Oui, mais là, les promoteurs se plaignent amèrement, par exemple, de l'usage aujourd'hui qu'on fait des procédures en Conseil d'État, et les associations disent, nous, finalement, au bout de compte, on n'a pas d'autre choix pour faire valoir l'avis des opposants. Aujourd'hui, on a la chance, par rapport à la France, de pouvoir faire des procédures sans avoir de responsabilité par rapport à ces procédures. Vous faites perdre beaucoup de temps, mais à la fin, on ne peut pas vous attaquer en justice pour avoir fait perdre le temps. Donc, je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre l'un et l'autre. Je ne crois pas qu'effectivement, on empêche les gens de s'exprimer. Au contraire, beaucoup d'architectes vous le diront, toute la procédure et certainement la commission de concertation, c'est un peu le tribunal du peuple dans certains cas, et pas dans toutes les communes. Alors vous qui êtes président justement des commissions de concertation, vous avez l'impression d'être à la tête d'un tribunal du peuple? Alors je peux comprendre que certains aient cette impression-là. Comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve face à un certain nombre de personnes. On vient avec un projet qui est souvent un projet de vie, on est stressé, et donc je peux comprendre cette perception-là. On veille à avoir évidemment un accueil de qualité pour faire en sorte que ça se déroule bien, mais j'entends la remarque. Je reste un grand défenseur de la commission de concertation. J'entendais le reportage de Bruxelles Environnement. Pour l'anecdote, mon papa était président d'Interenvironnement il y a 35 ans. Il est un des pères de la commission de concertation et de l'enquête publique. Rappelons quand même que la ville, avant que ces comités de quartier ne se fédèrent, a été fortement abîmée, démolie. Ouais, donc et vous que remettez la pas commission en cause, de concertation... en fait. Ni la possibilité, de saisir le Conseil d'État. Bon, ça, c'est un droit, donc je pense qu'on difficilement on pourra l'empêcher, mais c'est vrai qu'en France, il y a des procédures qui font qu'à un moment, quand l'État décide que c'est un projet particulièrement d'intérêt public, il y a moyen alors d'avancer avec des procédures un peu exceptionnelles. Mais je pense que la commission de concertation a son intérêt. Elle nous permet à nous, en tout cas, d'avoir un regard différent sur le projet, parce qu'il n'y a quand même pas de meilleur connaisseur du terrain que le voisin direct qui peut faire valoir à juste titre. Il y a aussi beaucoup de nimbisme. Parfois, NIMBY, c'est pas chez moi. Donc, voilà, j'imagine que vous devez bien connaître ça. On rencontre aussi ce genre d'attitude-là, mais je pense qu'on doit revoir le fonctionnement de la commission de concertation. Et qu'en effet, il faut la maintenir. Pas pensable d'avoir du jour au lendemain, comme c'était le cas dans le passé, un immeuble qui soit construit à côté de chez soi sans qu'on ait même été consulté. Donc je pense que c'est important. Mais je pense qu'il faut fixer les limites et il faut rendre ça plus précoce et faire en sorte que la commission de concertation, finalement, s'il y a une réunion de projet préalable, soit la finalisation du processus. Mais je pense que la concertation citoyenne et des associations reste très importante. Oui. J'ai une dernière question pour vous, Francis Metzger, et ce sera peut-être aux membres de la Commission royale des monuments et sites que je vais la poser, puisque vous en faites partie également. On parle beaucoup de rénovation énergétique pour l'instant des maisons, et on dit que c'est difficilement compatible avec le respect du patrimoine. Vous en pensez quoi ? Mais moi, j'étais très interpellé. J'entendais l'un ou l'autre qui disait qu'il faut mettre une doudoune sur tous les bâtiments bruxellois. Ce qui fait la beauté de la ville, c'est évidemment les façades bruxelloises. Et Bruxelles, début du XXe siècle, c'est formidable. Les façades sont formidables. Donc on doit veiller, d'une part, à avoir une responsabilité citoyenne par rapport à l'environnement, mais d'autre part aussi, la ville, c'est d'abord un formidable décor. Mais c'est possible selon vous, parce qu'il y a vraiment des débats aigus sur ce point-là. Évidemment, c'est possible de faire l'un ou l'autre. On n'est pas toujours obligé d'abîmer les façades qui sont merveilleuses pour pouvoir en même temps isoler
un bâtiment. Et puis on commence par isoler la toiture par l'intérieur, première étape, et qui fait déjà une source d'économie d'énergie significative. Donc je crois qu'on ne doit pas mettre... Il n'y a pas de rivalité entre l'un et l'autre. Je crois qu'on doit faire les deux, c'est-à-dire que d'avoir cette attitude citoyenne et d'autre part, commencer par regarder la ville avec un œil passionné, je dirais. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé vos expériences sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous.